Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler, en effet, alors tout d'abord, je voudrais évidemment remercier les organisateurs de ces journées REFMAR de m'avoir invité à faire cette présentation, donc qui va traiter de l'hiver 2013-2014 dans l'Atlantique Nord, ses caractéristiques et puis les impacts qu'il a eu sur le littoral atlantique européen. Donc c'est tout sauf un travail individuel, hein, puisque ce dont je vais vous parler aujourd'hui repose sur 4 à 5 années de travaux de recherche menés en étroite collaboration avec tout particulièrement Guillaume Daudet de Brest, Rerd Maslink et Tim Scott de l'Université de Plymouth, et puis également un peu plus à la marge, France Flock, Derek Jackson et Serge Chonès qui ont partagé des données, notamment sur les plages bretonnes et irlandaises. Alors, on le sait, les conditions de vague en hiver sont déterminantes pour les aléas littoraux, donc tout particulièrement la submersion marine des côtes basses, l'érosion des plages, des dunes et des falaises. Il est vraiment de plus en plus important d'essayer de relier cette variabilité interannuelle de l'activité des vagues en hiver avec des modes de variabilité océaniques ou atmosphériques, grande échelle et sur des échelles de temps pluridécennales, voire même au-delà. Notamment parce qu'on sait, on sait de plus en plus que la hauteur des vagues présente des fortes variabilités interannuelles et qu'au-delà des événements extrêmes isolés, cette variabilité interannuelle peut très fortement contrôler l'évolution des littoraux meubles et du trait de côte. Alors ici, c'est un exemple, on est sur la plage du Truc-Vert en Nouvelle-Aquitaine, et ici, vous avez la série temporelle du volume total du système plage-dune au cours de ces 12 dernières années, et on voit très clairement ici de très fortes variabilités interannuelles dont l'amplitude dépasse largement l'amplitude des variabilités saisonnières. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Atlantique Nord, aux côtes atlantiques européennes, et à cet endroit, en fait, le climat de vague est essentiellement contrôlé par les vagues générées par ces dépressions qui transitent d'ouest en est dans l'Atlantique Nord, et dont hop là, on a beaucoup de boutons, et dont la trajectoire et l'intensité dépendent des gradients de pression latitudinaux qu'il peut y avoir entre les basses pressions islandaises et l'anticyclone des Açores. Et le mode de variabilité interannuelle le plus connu dans l'Atlantique Nord, c'est l'oscillation nord-atlantique, où pendant les phases positives, on va avoir une intensification de ce dipôle, et donc plus de tempêtes, plus intenses, et pendant les phases négatives, on va avoir un dipôle beaucoup moins marqué, et du coup, moins de tempêtes, moins intenses, avec une trajectoire plus sud. Le problème, c'est que finalement, ce schéma, il se heurte à l'hiver 2013-2014, qui a été extrêmement tempétueux dans tout l'Atlantique Nord, qui a fait la une pendant des semaines, voire des mois, avec des magnifiques photos et vidéos de vagues de tempête. Et cet hiver, en fait, il a été caractérisé par un indice ANAO qui était certes positif, mais relativement faible. Cet hiver a eu un impact aussi qui a été considérable. Alors, érosion des plages, des dunes et des falaises, de l'Irlande jusqu'aux côtes marocaines, donc je vais en reparler un petit peu après, des inondations exceptionnelles, en particulier au Royaume-Uni, plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d'euros de pertes, ça a été encore pas complètement chiffré à ma connaissance, et puis d'autres impacts, on peut parler notamment de la surmortalité des oiseaux marins qui étaient exténués à la fin de l'hiver par toutes les tempêtes. Donc il était légitime de se poser les questions suivantes. Où et dans quelle mesure cet hiver a-t-il été exceptionnel, avec une belle faute d'orthographe? Quelle est la réponse des plages sur le littoral atlantique européen? Quelle est la capacité de reconstruction de ces littoraux, parce que ça peut donner une mesure de la résilience de ces systèmes littoraux, qui est important dans un contexte de changement climatique, évidemment. Et puis, on peut se demander aussi si on est amené à subir de plus en plus d'hivers comme ça dans les futures décennies. Alors, pour répondre à ces questions, et en particulier les 3 premières, on s'est appuyé non seulement, pas que, sur des simulations rétrospectives atmosphériques, donc pression et vent, de vagues également, donc hauteur significative, période de direction, depuis 1948, où vous avez ici des exemples de champs de pression moyens hivernaux et des champs de vagues moyens hivernaux, où je définis par la suite l'hiver comme les mois de décembre, janvier, février, mars. Pour les données morphologiques, alors en fait, on voulait des sites qui répondaient à 2 critères. Le premier, c'est une fréquence d'acquisition à minima mensuelle pour avoir une bonne description de ce qui se passait pendant les hivers. Et puis également des données depuis au moins 2007 pour pouvoir replacer l'hiver 2013-2014 dans un contexte un peu plus long terme. Donc on a 6 sites. Hop là, je me suis trompé, il fallait que ça arrive. Hop là. On a 6 sites qui répondent à ces critères, le long
de la côte atlantique européenne, dont 3 sites en France qui sont labellisés par le Service national d'observation d'INALIT, dont Christophe a parlé. Donc ce sont des sites caractérisés par une grande diversité en termes d'exposition aux vagues, de marnage et d'héritage géologique, ce qui fait qu'on le voit sur la droite, on a une grande diversité en termes de profil moyen. C'est tout ce que je dirais sur ces sites, je n'ai pas le temps d'en dire plus. Donc l'hiver 2013-2014. Alors sur la gauche, je vous ai mis les hauteurs moyennes pendant cet hiver-là. Donc on voit, c'est classique, des vagues très grosses au large de l'Irlande. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça atteint 6,50 m. Et dans le panel de droite, on voit la comparaison par rapport à la moyenne des hivers au cours de ces 70 dernières années. Et on voit que, en tout cas, de l'Écosse jusqu'au sud du Maroc, on a une augmentation de plus de 20%, qui est même de l'ordre de 40% sur une grande partie du golfe de Gascogne. Maintenant, quand on regarde comment cet hiver se classe par rapport aux 70 autres hivers, on voit qu'au sud de 54 degrés nord, à peu près là, et ben c'est très largement l'hiver qui est le premier, en tout cas le plus énergétique depuis 1948, avec juste une petite zone un petit peu plus subtile ici du côté de Gibraltar. Alors, en quoi cet hiver a été exceptionnel ? Ben, en fait, ce qu'on voit ici à gauche, ici, vous avez le champ de vagues pendant tout cet hiver. Donc c'est la hauteur significative des vagues. Quand on est dans le rouge, on dépasse 10 mètres. Hein. Vous allez voir toute cette succession de vagues de tempête en direction du golfe de Gascogne. Et ici, je vous ai retiré la série temporelle au large du truc vert ici. Et ce qu'on voit, c'est, avec cette série temporelle de vagues, c'est une succession de tempêtes relativement énergétiques qui ont dépassé le quantile à 99,5%, ce qui est énorme, avec également 3-4 tempêtes qui sortent un peu du lot, mais ces tempêtes-là, finalement, elles ne dépassent pas en hauteur significative des hauteurs de 10 mètres. Donc en gros, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas des périodes de retour centennal. Ce qui a vraiment été exceptionnel pendant cet hiver, c'est la succession des tempêtes. D'un point de vue atmosphérique, ça se caractérise pas ça, donc c'est relativement classique, le dipôle dont je vous ai parlé, des vents comme ça qui viennent de l'ouest. Mais c'est beaucoup plus parlant quand on regarde l'anomalie, en fait. En fait, c'est pas vraiment le pattern de la NAO, on n'a pas vraiment un gros gonflement de l'anticyclone des Açores ici. On a par contre une intensification de la dépression islandaise, mais surtout, on a une translation latitudinale vers le sud d'une dizaine de degrés. Et ça, c'est pas du tout capturé par la NAO, qui est plutôt une oscillation comme ça, et pas du tout comme ça. Donc ça nous a amené à essayer de comprendre ce qui s'était passé. En fait, quand on regarde la NAO, qu'on peut définir ici, d'après Hurrell, dans les années 90, comme l'anomalie de pression normalisée entre une station en Islande et une station plus au sud, comme ici au Portugal, et qu'on regarde la corrélation avec l'énergie des vagues en hiver, on voit qu'il y a une très bonne corrélation au nord, mais qu'au sud de l'Irlande, la corrélation diminue très très rapidement. On a même des corrélations qui sont statistiquement non significatives ici. Donc ça nous a amené à essayer de développer un nouvel indice climatique qui se base un petit peu sur la translation latitudinale dont je vous ai parlé. Je vous passe les détails de ce qui nous a amené à créer cet indice, mais on a trouvé un indice climatique qui est défini comme l'anomalie de gradient de pression normalisée entre la station Valentia, la station Météo Valentia en Irlande, et la station Santa Cruz de Tenerife, dans les Canaries. Donc basé sur des mesures réelles, pas sur des simulations rétrospectives de vent. Et on voit que cet indice climatique, qu'on a appelé WEPA pour West Europe Pressure Anomaly, permet de très très bien expliquer la variabilité interannuelle de l'énergie des vagues plus au sud. Si on regarde ici la série temporelle donc, de cet indice WEPA, et qu'on superpose ici l'anomalie des vagues d'hiver, ici par exemple au fond du golfe de Gascogne, eh bien on voit relativement bien que WEPA arrive à capturer cet hiver 2013-2014 extrême, et c'est le seul indice climatique dans l'hémisphère nord qui arrive à le capturer. Bien, quelle est la réponse maintenant au niveau des plages ? Alors là, je vous montre 3 sites. Alors ces 3 sites, ce sont des sites qui sont dominés par les processus transversaux. Donc pour faire court, en fait, ce sont des plages qui répondent essentiellement à la variabilité temporelle de l'énergie incidente des vagues. Ce qu'on voit, donc, c'est que ces 3 sites présentent des variabilités interannuelles et saisonnières de différentes amplitudes. Et ce qu'on voit, c'est que pour ces 3 sites, l'hiver 2013-2014 a une signature énorme, bien supérieure à tout ce qu'on a pu voir avant dans la série temporelle. Par exemple, au niveau de la plage du Truc Vert, c'est une érosion massive de la plage et de la dune. À Perranporth, au nord, c'est plutôt un rabaissement de l'ensemble de la plage de plusieurs mètres. Et puis, un comportement un petit peu plus complexe au niveau de Portsmouth. Alors, comment ces sites se sont reconstruits ensuite ?
Là encore une fois, c'est très variable. On voit que le truc vert, au bout de 2 ans, tout le volume de sable est revenu. On parlait là quand même de 200 mètres cubes par mètre linéaire de plage et de dunes qui sont partis. C'est revenu en moins de 2 ans. On a une reconstruction à 80% de Portsmouth après 2 ans et une reconstruction beaucoup plus faible de Parent Porth. Donc, comment expliquer cette variabilité ? Pour ça, on développe des modèles d'évolution de traits de côte. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est un exemple de modèle de traits de côte qu'on a calibré sur la période avant l'hiver 2013-2014. Et on voit que sur ces sites, ça simule très très bien l'érosion et la reconstruction, en particulier sur les sites du Truc Vert et de Parent Porth. Beaucoup moins sur Portsmouth, simplement parce que pendant l'hiver 2013-2014, il y avait beaucoup de sable qui a été transporté de l'autre côté de la barrière sableuse par overwash. Et donc c'est du sable perdu pour le système, et ça, on ne le prend pas en compte dans le modèle. Pour les sites qui ne sont pas contrôlés ou dominés par les processus transversaux, donc on va parler de Vougo en Bretagne et de Slapton Sand en Cornouailles, on voit que par exemple Vougo, alors c'est un site assez particulier, déficit sédimentaire, donc on a un volume qui diminue en permanence. On a une plage à Slapton qui est relativement stable. Et à Vougo, alors l'hiver 2013-2014, ça n'a eu quasiment aucun impact au niveau des volumes. Par contre, il a érodé en fait la dune, mais le volume de la dune est parti en fait dans la zone intertidale. À Slapton Sand, on a une réponse très contrastée, avec très forte érosion d'un côté, très forte accrétion d'un côté, très forte érosion de l'autre. C'est qu'en fait, sur ces plages, on a des phénomènes de rotation qui sont dominants. Et là, du coup, on a des reconstructions qui sont beaucoup plus compliquées, voire complètement absentes ici. Quant à Vougo, il continue à se comporter comme il se comportait avant. Et là, par contre, les modèles simples ne marchent pas très bien. Il faut qu'on développe d'autres modèles, qu'on développe d'ailleurs actuellement et qui peuvent relativement bien marcher, en particulier sur ces sites. Mais là, je n'ai pas le temps d'en discuter. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser, comprendre et prévoir finalement l'érosion des plages et surtout leur capacité à se reconstruire? Alors, ce plot, il va être un petit peu compliqué, mais en gros, ici, pour chaque plage, je vais plotter, alors ici, pour la période théoriquement de reconstruction, donc printemps, été, automne, le taux de changement de volume du système plage dune en fonction de l'anomalie saisonnière d'énergie des vagues. Et là, je fais pareil, mais pour l'hiver. Alors, ce qu'on voit, alors j'exclus tout de suite Vougo, parce qu'il ne marche pas comme on veut. Ce qu'on voit, c'est que pendant la période théoriquement de reconstruction, on n'a quasiment aucun lien entre le forçage des vagues et les taux d'évolution. Par contre, sur tous les autres sites, on a une très forte corrélation entre l'anomalie de l'énergie des vagues et les taux d'évolution. Alors ça veut dire quoi si on synthétise? C'est que, contrairement à ce qui peut être lu dans la littérature, quand il s'agit d'hivers exceptionnels et donc de reconstruction pluriannuelle, ce n'est pas du tout les conditions de vagues pendant le printemps, l'été ou l'automne qui va conditionner votre reconstruction, mais bien les conditions d'hiver qui vont ralentir ou accélérer ces reconstructions. Et donc, un impact majeur des indices NAO et WEPA dont je vous parlais tout à l'heure. Pour finir, donc, est-ce qu'on a plus d'événements comme ça? Est-ce qu'on va être amené à en avoir de plus en plus? Ici, donc, je rappelle que la NAO et WEPA contrôlent l'énergie des vagues, en tout cas la variabilité interannuelle, ce qui nous permet, puisqu'on s'appuie ici sur des mesures de stations météo, donc on n'est pas biaisé comme les modèles, comme les simulations rétrospectives atmosphériques qui, avant 1965, sont tous biaisés parce qu'on a moins de données assimilées. Là, on peut faire vraiment des tendances, et ce qu'on voit, c'est qu'on a des tendances positives pour NAO et WEPA qui sont statistiquement significatives, et qu'on retrouve également au niveau des simulations de vagues d'hiver. On a une augmentation statistiquement significative de la hauteur des vagues moyennes et extrêmes dans l'Atlantique Nord, et également de leur variabilité interannuelle. Donc c'est mon dernier transparent. Je peux le faire ou pas? Oui, c'est bon. Alors, où et dans quelle mesure cet hiver a-t-il été exceptionnel, avec toujours la même faute? Il a été exceptionnel au sud de 54 degrés nord. Il n'y a pas eu vraiment d'événement exceptionnel. C'est vraiment la succession des tempêtes qui fut exceptionnelle. Et la manifestation atmosphérique, c'est beaucoup plus du WEPA que du NAO. C'est plutôt donc une translation latitudinale du dipôle dépression islandaise, anticyclone des Açores.
La réponse, une érosion massive sur l'ensemble des sites du sud de l'Irlande jusqu'au Maroc, mis à part sur des sites où on a des rotations de plage, avec une grande variabilité des réponses. Pareil, une capacité de reconstruction qui est très hétérogène, avec des simulations de l'érosion et de la reconstruction sur les sites dominés par les processus transversaux qui est faisable, qui l'est beaucoup moins sur les sites plus complexes. Et la reconstruction de ces littoraux est principalement contrôlée par les conditions d'hiver, donc par WEPA et ANAO. Et sommes-nous amenés à subir de plus en plus d'hivers comme celui de 2013-2014 ? Au cours des dernières décennies, en tout cas, on a une augmentation statistiquement significative des hivers extrêmes. Est-ce que c'est une signature du changement climatique ? C'est un peu trop tôt pour en juger, sachant que les modèles climatiques suggèrent plutôt une diminution pour nous dans le nord-est atlantique. Et d'autre part, les prévisions saisonnières des indices NAO et WEPA vont être cruciales pour anticiper les risques littoraux sur la côte atlantique européenne. Actuellement, c'est le Met Office au Royaume-Uni qui est vraiment au taquet là-dessus, qui arrive à faire les premières prévisions saisonnières, donc en septembre-octobre, de la NAO et de WEPA, et qui semble commencer à porter ses fruits. C'est intéressant scientifiquement, mais aussi pour les compagnies d'assurance. Et dernière conclusion méthodologique, ça montre bien le besoin de collecter des données d'observation récurrentes, pérennes, long terme, sur des sites représentatifs de la diversité des littoraux, en termes d'exposition de vagues, marnage et héritage géologique. J'ai fini. Merci Bruno. Alors du coup, je t'ai mal introduit, mais on peut quand même dire que tu es le coordonnateur actuel d'Inalit. Oui. Et donc c'est une très belle illustration finalement aussi de comparaison des différents sites ateliers qui sont suivis par Dinalit. Et merci pour cette présentation qui fait vraiment le lien entre l'observation du niveau de la mer et puis la réponse des plages avec quelques explications assez novatrices, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci. Merci Bruno pour cette présentation super intéressante. Donc on voit bien que la succession des tempêtes de l'hiver sont portées par une basse fréquence de NAO et LPA aussi. Est-ce que vous avez vu autre type d'indices ou de patrons à part le NAO ? Est-ce qu'on a regardé d'autres indices ? Oui, c'est ça. Oui, alors on a regardé des autres motifs qui ressortent des EOF quand on fait des analyses rétrospectives des simulations atmosphériques. Donc les principaux indices, c'est SCAND. Je ne sais plus exactement, c'est un truc qui se passe un peu en Scandinavie. Et l'autre, c'est le Eastern Atlantic. C'est le Eastern Atlantic Pattern, qui lui donne des corrélations qui sont correctes, bien moins que WEPA, et qui sont plutôt localisées au large, pas trop sur la côte atlantique européenne. Donc il y a d'autres indices qui expliquent une part de la variabilité. Il n'y a pas que la NAO, il y a en effet d'autres indices atmosphériques, mais qui donnent finalement assez peu d'explications à la variabilité le long de la côte. Parce qu'en fait, aussi, il y avait des travaux sur la corrélation ou la relation entre les tempêtes et la basse fréquence des indices climatiques qui a été faite et on montrait qu'il y a une forte relation avec le SLP, le Sea Level Pressure, le champ de pression. Donc, mais aussi, il y a toujours une relation ou une non-stationnarité ou une relation non stationnaire avec les différents indices. Donc vraiment, ce sont des choses à voir et à tester. Merci. Oui, on est vraiment sur les moyennes hivernales ici, pas sur les événements extrêmes localisés. Oui, moi j'avais une question sur l'extension en latitude là, de l'impact de ce renforcement des phénomènes. Enfin, oui, de l'hiver extrême 2013-2014. Vous avez indiqué que c'était des îles britanniques jusqu'au Maroc. Or, j'ai vu que dans la session poster, on a un poster sur l'hiver 2014 au Sénégal. Alors, je ne sais pas si c'est le même, si c'est l'hiver 2014-2015 ou 2013-2014. Enfin, est-ce que ça affectait même encore plus au sud que le Maroc les côtes africaines ? Alors, je ne suis pas capable de vous dire plus au sud parce que les simulations rétrospectives, on a fait vraiment le champ de vent dans l'Atlantique Nord. Et au niveau du Sénégal, le climat de vague est aussi affecté par ce qui se passe dans l'Atlantique Sud. Donc on s'est arrêté au Maroc. Je ne suis pas capable de vous dire s'il y a eu un impact. Je pense que en tout cas sur la période janvier-mars, les vagues ont été plus grosses parce que de toute façon, c'est les mêmes houles, c'est le même système dépressionnaire qui génère les vagues qui arrivent à cette saison-là sur les côtes sénégalaises à partir du nord de Dakar en fait.
Merci beaucoup. C'était par rapport à la question si ça a affecté le Sénégal. Au Sénégal, en 2014, au mois de mai, on a connu une houle exceptionnelle, mais cette houle est venue du sud, d'autant plus qu'elle avait affecté d'autres pays tels que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, au niveau du littoral ouest africain, on a la mission d'observation du littoral ouest africain qui permet de renseigner les phénomènes météo exceptionnels. Donc en renseignant les fiches des différents pays, on s'est rendu compte que la houle venait du sud. Donc c'était pas vers Bah, en effet, le mois de mai, c'est l'entrée de l'hiver de l'Atlantique Sud, et c'est là où vous commencez à avoir les... C'est pour ça que le Sénégal, c'est assez compliqué, parce qu'il y a vraiment deux régions zonales de génération de ces houles.